certain que quand vous êtes notamment au Parlement européen, vous apercevez que plus qu'en Belgique, même où nous avons une extrême droite, vous avez des gens qui utilisent sciemment, ou inconsciemment, je sais, mais qui utilisent le populisme pour essayer de surfer sur une vague facile d'un discours qui est un discours qui cherche à être facile et agrégateur et en tout cas donné. En Belgique aussi, vous avez cela, certains partis, et dans notre société, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est une société un peu de la dictature de l'urgence, du zapping, et donc c'est vrai qu'il devient souvent difficile de faire en sorte qu'on puisse distinguer ce qui sont des propos qui peuvent s'apparenter au populisme de ceux qui sont des propos dits d'une société démocratique. Et même aujourd'hui, quand vous regardez la télévision, je ne dis pas nécessairement toujours les postes belges, mais puisque nous, en Belgique, on a accès à beaucoup de postes de télévision, que vous regardez un peu, que vous parcourez les postes, les émissions, etc., vous apercevez très vite qu'il y a là facilement des dérives qui sont faites et que les grands mass médias participent comme ça à la recherche de la stigmatisation de certaines parties de nos sociétés et que cette stigmatisation contribue et participe finalement d'amalgames. Et un de ces amalgames le plus facile, quand vous regardez au niveau européen, c'est encore et toujours l'étranger. Alors le populisme, finalement, si je devais en donner une espèce de tentative de définition, c'est d'abord de dire qu'il est pluriel. Et qu'en politique, on peut le caractériser par quelques éléments. C'est en tout cas sa compatibilité avec différentes idéologies. Il n'y a pas une idéologie populiste, il y en a différentes. Que l'utilisation par les populistes de propos simplistes, voire mensongers, est souvent loin des idées de l'idéal démocratique, c'est leur façon de travailler. Que dans leurs propos, et aujourd'hui, c'était récemment, on avait un colloque au Parlement européen, et il y avait des femmes qui avaient fait une étude, c'était des Françaises, qui avaient fait une étude sur comment le populisme qui est utilisé par une certaine extrême droite, avait très bien compris des mécanismes d'approche des populations, et qu'il prenait les propos de Marine Le Pen en montrant qu'en féminisant le propos, ils étaient arrivés à le rendre plus acceptable. Tous les exemples qui ont montré qu'en France, le vote pour Marine Le Pen a souvent été pas corrélé, voire négativement corrélé avec la présence d'immigrés. C'est là où il n'y en a pas qu'on vote le plus pour Marine Le Pen. Avec le raisonnement, on sait tout ce qui se passe à Paris, on n'a pas envie que ça vienne chez nous. Hein, et donc, moins on les voit, plus on en a peur. Ça, c'est ma première hypothèse, c'est l'angoisse. Et c'est quelque chose qui c'est intéressant si elle est juste, parce que ça veut dire que le contact désamorce. Juste en passant, j'ai un doctorant qui travaille sur cette hypothèse-là. Au début, j'avais très peur, je dis, tu vas sûrement trouver des choses bizarres, mais je me dis, ça vaut la peine d'être causé. Deuxième hypothèse, c'est que, et là, je rejoins assez bien des choses qu'a dit Pierre Galland, la vision conspirationniste est typique d'une société de modernité radicale. Qu'est-ce que ça veut dire, une société de modernité radicale? Ça veut dire qu'elle est globalisée et saturée d'images. Les médias, lorsqu'ils parlent de l'islam, ils mélangent, vous avez au même JT, des images de Kaboul, de Bagdad, de Bruxelles, de Londres, comme si c'était une même réalité globale, comme si on pouvait dire c'est tout la même chose. Et de fait, médiatiquement, c'est tout la même chose. Hein, c'est ce qu'on appelle le fait de collage des médias. Notre monde a de moins en moins de profondeur. Il y a simplement 50 ans, il y a plus de personnes ne savaient. Très peu de gens savaient que l'Amérique existait. Enfin, plein de gens qui le savent. Et il y a 50 ans, évidemment, aucun Américain ne savait que l'Amérique existait. Je crois que si on pouvait leur demander de se situer sur le gap aujourd'hui, on serait encore très surpris. Et donc, on est dans une société qui est comme ça.
Nous sommes dans un monde global où les images se mélangent tout le temps et il est très difficile de faire la distinction entre les contextes et dès qu'il se passe quelque chose à un bout du monde, ça nous impacte. Ça nous impacte et on a l'impression que quelque part ça se passe chez nous. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les médias, en faisant ça, produisent une lecture assez simple du monde, ce que moi, surtout en tant que sociologue, on appelle un imaginaire. Et c'est très intéressant de voir comment cet imaginaire a évolué sur les 25 dernières années. Avant, je dirais avant 89 pour l'essentiel, on avait un imaginaire global qui fonctionnait bien, hein, il y avait le monde libre face au bloc communiste. Maintenant, il y a l'Occident civilisé face à l'islam barbare. Que j'évoque peut-être pour terminer, qui est moins directement lié au racisme, qui y est mêlé mais de manière complexe. C'est ce que j'appelle la demande de transcendance. Qu'est-ce que c'est la demande de transcendance? Je pense que c'est très important pour comprendre ce qui est en train de se passer en France. Et j'ai trouvé quelques belles formulations, mais je ne vais pas repris ici. C'est un jeune philosophe belge qui s'appelle François de Smet, et qui reprend des questions de la tradition de Marcel Boucher, etc. Et qui pose la question, mais comment est-ce que, en dehors de la transcendance, donc lorsqu'on est dans une société qui finalement a abandonné l'idée de Dieu, l'idée d'une autorité préalable à tout accord possible, et qui considère que les seules valeurs réelles sont les valeurs sur lesquelles nous nous mettons d'accord dans la société, comment est-ce que nous pouvons encore accorder de la valeur à ces valeurs, si elles ne sont que celles sur lesquelles nous nous mettons d'accord? Alors, dans nos sociétés sécularisées d'Europe occidentale, si on peut dire que, plus ou moins, pour la connaissance du monde physique, on peut dire que la science, plus ou moins, joue le rôle de Dieu, et ça ne marche pas trop mal, encore qu'il y aurait plein de choses à dire là-dessus. Par contre, il n'y a rien qui vienne prendre la place de la religion comme garant de l'existence du monde moral. Voilà, alors c'est des choses de mettre relativement bien, puisque Pierre Galland a parlé du populisme, Marc a parlé du racisme, et ce que je vous propose, c'est peut-être un peu de synthèse. On avait prévu que je parlerai en dernier, donc je vais extrait pas préparé en me disant que j'allais rebondir sur leurs exposés. Et de toute façon, ça serait bien, je voudrais peut-être un peu clarifier un certain nombre de choses. Je crois que la lutte antiraciste, je parle de l'idée que nous sommes ici tous, si on se déplace le soir dans ce type de salle, c'est que vraiment on est antiraciste, que vraiment on a envie de s'armer, hein, on a envie de s'armer, on a envie d'armes. Et je crois que être armé, ça veut dire, ne pas se laisser intimider, se donner courage, hein, et c'est pour ça qu'on est là ensemble, et deux, avoir les idées claires. C'est peut-être un peu ce qui manque parfois à la lutte antiraciste, et c'est pour ça que j'ai accepté sans hésitation de venir ce soir, parce que je savais que dans avec le Centre culturel arabe, avec Marc et avec Pierre, je savais qu'on pouvait avoir cet effort de clarification. Alors c'est ce que je voudrais faire sur 3 points. Et en clarification, en marquant d'ailleurs peut-être des désaccords avec l'un ou l'autre. Et puis on en discutera. Sur la liberté d'expression, sur le populisme et le politiquement correct, et sur le racisme proprement dit. Vraiment 3 éléments de réflexion. Bref. Alors, sur la liberté d'expression, il faut lutter contre les incitations à la haine avec la plus grande fermeté, toutes les incitations à la haine, et il ne faut pas se laisser intimider en se disant « Ah, mais on touche à la liberté d'expression ». C'est faux. Quand on attaque les incitations à la haine, on ne touche en rien à la liberté d'expression. On peut parfaitement, et on doit évidemment, respecter intégralement la liberté d'expression et lutter de façon tout à fait ferme contre les incitations à la haine. Je développe 2 minutes ce point. Donc, les lois antidiscrimination, elles interdisent 3 choses. Les discriminations proprement dites, de l'emploi à l'emploi,
restaurant, un logement pour quelqu'un, un groupe, en raison de sa nationalité, de sa race, etc. Deuxièmement, des incitations à la haine, c'est-à-dire ou à la discrimination ou à la violence, c'est-à-dire des mots qui vont inciter à la haine, la violence et la discrimination. Et trois, ce qu'on appelle les délits de haine, c'est-à-dire les harcèlements, les agressions, voire les meurtres. Vous savez peut-être qu'aujourd'hui a été créée la fondation Ihsan Jarfi par une série de personnes dont je suis. Et c'est ça, c'est le meurtre, le crime de haine. Hein, tuer quelqu'un en raison, en l'occurrence de son homosexualité, ou parce qu'il est musulman, ou parce qu'il est ceci, tout cela. Alors, ça, c'est les trois choses qui sont inconnues. Il faut bien voir que lutter contre des discriminations, je vais laisser ici de côté le crime de haine, le délit de haine, et lutter contre les incitations à la haine, c'est une logique juridique totalement différente. Alors, il faut bien comprendre que c'est quoi l'incitation à la haine? Ce n'est pas une idée trop dérangeante, ce n'est pas une opinion excessive. Si on a ça en tête, que c'est une opinion qui exagère, qu'on va trop loin, et alors à ce moment-là, on va entrer dans une très mauvaise discussion, on va se dire, oh là là, c'est quoi une idée trop dérangeante? Alors on va regarder ça en termes de contenu. Alors on va se dire, une idée trop dérangeante, c'est l'idéologie d'extrême droite. Alors il faudrait interdire les partis d'extrême droite. Ou bien alors c'est un certain discours d'extrême gauche. PTB, ça ne commence pas à devenir douteux. Et puis on va se dire, les propos homophobes, oui, mais jusqu'où? Ou les propos islamophobes, jusqu'où, etc., etc. En fait, ce n'est pas ça du tout, la logique juridique. La logique juridique, c'est de considérer les paroles, des incitations à la haine, comme étant des actes, des comportements. Alors, je fais un tout petit peu de philosophie du langage ou de linguistique, c'est ce qu'on appelle un performatif. Un performatif, c'est quoi? C'est quand vous vous servez du langage pour faire quelque chose, quand une parole est un acte. Le cas hyper connu, c'est l'officier d'état civil qui dit « je vous déclare mari et femme ». En disant « je vous déclare mari et femme », eh bien, le mariage annule. Donc c'est une parole qui est un acte. D'accord? Eh bien, l'incitation à la haine, c'est exactement ça. Ce sont des paroles qui sont des actes. Ce sont des performatifs. Tout le monde comprend bien que... Et donc, ce ne sont pas des opinions. Ce ne sont pas des opinions. Et le juge ne va jamais regarder... parce que les juges, de rien, même s'ils n'ont jamais lu un livre de linguistique, ils ont parfaitement compris ça, parfaitement compris ce que c'était qu'un performatif. Ils ne vont pas regarder l'opinion des gens, ce que vous avez dans la tête, la représentation que vous avez. Ils vont regarder, est-ce que votre parole était un acte, c'est-à-dire a fait faire quelque chose à quelqu'un. On va regarder l'intention et on va regarder le contexte pour voir si dans le contexte, la parole pouvait être efficace ou a été efficace.